Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, basi baké musique. Donc là, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez quittez. Polosa, on a battu ma nina kani. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah ouais. Ni au Yumikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Un jour pour toi. Aujourd'hui, nous essayerons de penser aux cœurs brisés, aux opprimés, à toutes ces personnes qui ont cru ou ont fait confiance à l'amour, qui ont été offensées et même abusées. On va essayer d'en parler cette fois-ci juridiquement parlant avec le maître Belaou, monsieur Belaou. Bonjour monsieur Belaou. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et vous-même? Nous voulons savoir, selon vous, quelle est la cause ou quelles sont les causes de plusieurs divorces aujourd'hui? Parce que selon certaines statistiques, on a vu que depuis l'année 2000 et jusqu'en 2015, le divorce a quand même augmenté. C'est dû à quoi tout ça? Juridiquement parlant, je ne saurais pas vous donner les causes exactes du divorce, mais socialement parlant, le divorce est dû à plusieurs choses. Une forme d'incompatibilité dans le choix du compagne ou de la compagne, un conflit générationnel du fait de l'âge, ou même simplement les intérêts que l'on a essayé de poursuivre dans l'engagement du mariage. Et donc ces choses deviennent très, très difficiles. Par exemple, imaginons un homme ou une femme qui épouserait un homme pour de l'argent et que quand ce dernier n'a plus d'argent, vous comprenez la suite, elle devient plus compliquée. Ou même une femme, ou même un homme qui épouserait une femme d'un certain âge pour les avantages, quand ces avantages ne sont plus, il arrive donc que ces divorces-là soient récurrents. Mais aussi, il y a des divorces qui sont dus au fait qu'on appelle des faits de passion, des faits sociaux. Les phénomènes de mode, parce que tous mes amis se marient, je voudrais me marier aussi pour prouver à tout le monde que je suis marié. Ouais. Effectivement, quand on se marie simplement pour prouver aux gens qu'on est marié et qu'on ne comprend pas la mécanique du mariage, il arrive aussi qu'à un moment donné qu'on se rende compte qu'on a fait une erreur et que facilement l'on décline vers le divorce. C'est pour quel fait la loi autorise les divorces? La loi autorise le divorce parce que la loi en fait privilège les libertés des individus. La loi ne peut pas interdire le divorce quand les compatibilités ne sont pas rencontrées. Je n'obligerai pas, à moins qu'on soit dans un contexte religieux, mais dans un contexte légal, je ne peux pas obliger quelqu'un à vivre dans une relation qui devient toxique. Que par voie de conséquent, quand on estime qu'une relation n'est plus avantageuse, il est donc normal de constater que les gens veulent se séparer, des fois bien, des fois mal. Quelle est la procédure à prendre pour l'obtention du divorce? Premièrement, celui qui veut divorcer, même si je ne donne pas les pistes et que je ne souhaite pas que les gens, même si je ne souhaite pas que les gens divorcent, ça arrive de temps en temps, je suis même sur certains cas de divorce moi-même en tant qu'avocat. Mais la question c'était le mécanisme. Donc, normalement, la procédure, c'est que la personne qui estime qu'elle doit divorcer doit aller déposer une requête en divorce. Elle dépose une requête demandant le divorce. Cette requête est étudiée sur plusieurs formes parce qu'il y a un juge qui va prendre en charge. Et ce juge va essayer de respecter, de suivre la procédure. La procédure, surtout en matière de divorce, c'est complexe parce qu'on essaie toujours de réconcilier les parties. J'essaie de ne pas être trop technique pour que tout le monde comprenne. Et donc, il y aura plusieurs phases. Il y aura une phase où celui qui veut divorcer dépose sa requête en divorce. Le juge qui étudie du cas ouvre une chambre. Et cette chambre, au fait, le juge à qui on confie le dossier essaye de concilier les deux parties parce qu'on espère toujours que le divorce
ne sera pas fatale. Mais finalement, quand on se rend compte que les parties ne sont pas conciliables, on ouvre un procès en bonne et due forme. Donc l'arrangement à l'amiable est autorisé par la loi. Bon, il y a des arrangements pour divorcer, oui, on peut s'arranger et divorcer sans passer par forcément le tribunal, mais le tribunal doit le constater. Cela fait combien de temps? Le délai exact, c'est de combien pour obtenir un divorce? Ou au moins pour être accepté, pour que ta demande soit acceptée? Bon, pour que la demande soit acceptée, il n'y a pas de délai. Tu déposes et on enrôle le dossier, comme on dit. Après, bon, si le juge il est suffisamment aguerri et qu'il veut préserver l'intégrité du couple, il essaye de faire traîner les choses du mieux qu'il peut, en essayant d'envoyer les deux parties en conciliation, d'envoyer les deux parties en pourparlers, en espérant que la flamme de l'amour, la flamme d'antan va renaître et donc va éteindre l'instance. Mais sinon, si au bout d'un moment, il conclut à une irrémédiabilité dans le cadre d'un divorce, de leur union, constatant que l'on ne peut pas concilier les deux parties parce que c'est définitivement mort, eh ben on fixe l'affaire en audience. Et ça dépend aussi à célérité, si les parties veulent vraiment divorcer, s'il n'y a pas renvoi, parce que si on est quand même en matière civile, les premiers renvois c'est généralement 30 jours, donc un mois, mais s'il n'y a pas renvoi, on peut obtenir un divorce dans les 15 jours. Dans les 15 jours, juste comme ça? Oui, juste comme ça, parce qu'on a décidé de divorcer, un peu comme quand on décide... Et si l'un d'entre eux ne veut pas? Si l'un d'entre eux ne veut pas, il va venir quand même en audience, mais bon, il faut quand même le dire que quand une des parties tient à divorcer, c'est rare. Ça ne complique pas la situation, ça n'alourdit pas le temps, en fait, ça ne retarde pas... Bon, si, ça retarde un peu quand l'autre partie ne veut pas divorcer, on trouve des mécanismes pour retarder les choses, mais fatalement on finit par divorcer. Ça peut prendre 5 mois, ça peut prendre même une année, mais on finit par divorcer quand une partie veut divorcer. Comment l'obtention du divorce est-il possible pour un couple qui vit déjà séparé, l'un à l'étranger et l'autre dans le pays? On suit la procédure normale, c'est-à-dire celui qui est à l'étranger ou celui qui est au pays dépose une requête en bonne et due forme, et cette requête sera traitée comme toutes les requêtes, et une fois que l'affaire est fixée en chambre d'audience, on suit la procédure normale. On suit vraiment la procédure normale, il n'y a pas de différence. Est-ce facile pour un couple de nationalité étrangère, genre un Congolais et un étranger, c'est facile pour eux d'obtenir le divorce? Et ça se passera où exactement? Ça dépend du lieu de résidence. Par exemple, la loi congolaise dit que la juridiction compétente, c'est la juridiction du dernier habitat des couples. C'est-à-dire que si, par exemple, le couple X vivait à Ngaliema, si ce couple X décidait de divorcer en ce moment-là, la juridiction compétente, c'est la juridiction de Ngaliema. La juridiction de Ngaliema. Oui, le triple Ngaliema. Ok. On peut même divorcer, séparer un couple qui a été marié ici. Ils vont à l'étranger. De l'autre côté, on peut faire ces procédures ou il faut revenir ici au pays pour le faire? Non, ils peuvent le faire même à l'étranger. Le mariage étant prouvé par des papiers, parce qu'il y a un acte de mariage qui est rédigé en bonne et due forme, et cet acte, au fait, cristallise le contrat de mariage, comme on dit. Et quand cet acte est présenté devant n'importe quelle juridiction pour demander un divorce, on s'appuie sur les actes, parce qu'il faut ne pas l'oublier, le mariage est un contrat, et un contrat peut être dissous partout. Et c'est quoi le document que l'État donne exactement aux couples pour prouver qu'ils sont divorcés? C'est un jugement. On leur donne un jugement. Parce que quand on va en jugement pour divorcer, on donne un jugement prononçant le divorce. Un papier? Oui, c'est un papier composé de plusieurs pages, mais ce papier dit que pour des raisons X, Y, Z, on identifie les raisons que les parties ont avancées pour divorcer. Et une fois que ces raisons sont identifiées, ces raisons sont coulées sur ce jugement présentant, et puis la motivation du juge qui dit par la présente, je déclare le divorce. C'est dans quel cas où c'est difficile? Dans quel contexte le divorce devient compliqué pour le juge ou pour les intéressés? Non, pour le juge, le contexte difficile n'existe pas parce que le juge, il fait son travail de juge. Il prononce le divorce, point barre. Mais en tant que professionnel de droit,
ça devient difficile pour les parties quand il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Entre autres, quand il y a des enfants, Ok. des enfants mineurs, des enfants de bas âge, quand il y a beaucoup de biens, parce que avant de prononcer un divorce, il faut aussi dire qu'il faut se référer à plusieurs choses, entre autres le régime qui régit le mariage. Est-ce que c'est un régime de communauté de biens? Est-ce que c'est un régime de séparation de biens? Est-ce que c'est un régime de communauté réduit aux acquis, etc. Et une fois qu'on identifie le régime, on voit le nombre de biens. Prenons par exemple le cas de communauté de biens. Quand on a 3 maisons, il faut donc essayer de séparer, de partager ces biens entre les deux, sans que l'un dise non, je me sens plus lésé par rapport à l'autre parce que je n'ai pas obtenu tel avantage, tel avantage. Pire encore quand il s'agit des enfants mineurs, parce que le père probablement voudra garder ses enfants, mais probablement la mère aussi voudra garder les enfants. Et là, on entre encore dans une autre dimension Dans du le divorce. cas des enfants mineurs, à qui on remet les enfants? Ça dépend. De quoi? Ça dépend de la responsabilité et de la maturité des parents. On ne peut pas confier un enfant, par exemple, à un père alcoolique, sans domicile fixe, sans travail, même si c'est leur père. En cas de divorce, on ne peut pas confier un enfant à un tel monsieur. Et si les deux parents sont pareils? Et si les deux parents sont pareils, il revient de l'appréciation du juge de voir qui représente au fait un intérêt majeur pour l'enfant et donc qui sécurise mieux l'enfant. Si le couple n'a pas eu d'enfant lors de leur mariage et qu'il faut dissoudre, c'est quoi les conditions et comment ça se passe cette procédure? S'ils avaient, disons, opté pour le régime de communauté de biens réduite aux acquis. Alors, supposons qu'ils sont dans le régime de communauté de biens et qu'ils n'ont pas d'enfants et qu'ils n'ont pas de biens. La séparation est facile. Ça veut donc dire que comme il n'y a pas de biens communs, chacun part, comme c'est réduit aux acquis, chacun part avec ce qu'il avait. La femme est venue avec sa valise, l'homme il est venu avec sa valise, les deux sont locataires, quand ils se séparent, chacun part de son côté. Donc c'est plus simple. Mais communauté de biens où il y a une maison, là aussi, c'est là où les choses deviennent un peu plus compliquées. Parce que l'homme probablement dit, c'est moi qui ai sorti l'argent pour acheter la maison, ce sont mes biens, etc., etc. Mais la femme vient et présente les papiers en disant, c'est une communauté. Et comme c'est une communauté, tes biens, ce sont mes biens. Et que par voie de conséquence, si on estime que ces biens sont communs, nous devons partager à part égale. Et c'est justement dans les débats des biens, parce qu'il ne faut pas l'oublier, généralement, quand on décide de divorcer, la plupart des cas, ce sont des cas sous tension, où les gens, ils veulent se venger ou faire mal à l'autre d'une certaine manière. On essaye donc de se venger par tous les moyens. C'est juridique, mais c'est aussi psychologique. Parce que, au fait, la femme, par exemple, qui subit le divorce du fait de l'homme qui veut divorcer parce qu'il a trouvé son intérêt ailleurs, cherche à se venger, cette femme. Et donc, par voie de conséquent, quand il existe un bien, elle veut à tout prix, dans l'idée peut-être de faire souffrir, de récupérer le bien, ou du moins d'en récupérer une partie. Ou inversement aussi, l'homme qui, se disant c'est moi qui ai tout acheté, mais dans l'idée de vouloir causer du tort ou faire du mal, décide, bon, je veux rien donner, je garde tout. Les enfants ont un mot à dire dans ce cas-là? S'ils Donc, ne sont pas mineurs ou pas mineurs. oui, non, les enfants majeurs, c'est pas compliqué. Parce que les enfants majeurs, ils ont l'autonomie de la volonté. Ils décident par eux-mêmes. Et donc, un enfant de 18 ans et plus, on ne discute pas de sa garde. Non, mais cet enfant peut influencer le jugement auprès... Oui, un enfant de 18 ans, par exemple, peut influencer le jugement, mais on ne peut pas discuter de sa garde. Un père ne peut pas dire, oui, je voudrais avoir la garde de mon enfant de 18 ans. À 18 ans, il est majeur, il a le droit de poser des actes qui sont légaux. Bon, mais pour un enfant de 6 ans, par exemple, cet enfant de 6 ans, quand on lit la loi portant la protection de l'enfant, on dit que les enfants de moins de 13 ans, entre guillemets, n'ont pas de volonté. Et comme un enfant de 6 ans n'a pas de volonté, on ne peut pas demander à cet enfant, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux aller chez papa ou chez maman? En ayant peur que certaines influences entrent en compte. Par exemple, un enfant de 6 ans qui
reste avec maman à la maison parce que papa part travailler, aura tendance à dire je vais aller avec maman, c'est elle qui me fait à manger, c'est elle qui fait ceci, qui fait cela. Différemment aussi d'un enfant de 6 ans qui, à chaque fois que papa revient du travail, lui apporte une petite voiture, un jouet, des cadeaux, dira non, je veux rester avec papa parce que regardant les cadeaux, les avantages, plutôt que l'éducation et la sécurité. Si le couple, disons le divorce a été déjà prononcé, consommé en plus, et que le couple veut revenir ensemble, qu'est-ce qu'ils doivent payer? Il y a des amendes à payer, c'est quoi ce que la loi dit après ça? La loi ne dit rien dessus, mais quand un couple divorce et que le divorce est prononcé et qu'ils sont séparés, s'ils veulent se remettre ensemble, ils n'ont qu'à se remarier. Okay. Ils n'auront qu'à refaire toutes les formalités d'usage pour se marier en bonne et due forme et légalement. La loi autorise le mariage, disons la polygamie? Non, la loi congolaise n'autorise pas la polygamie. Non plus la polyandrie? Non plus la polyandrie. La loi congolaise n'autorise que les mariages d'un homme et d'une femme, et ceux de sexe opposé, dit la Constitution. Revenons un peu à l'âge de 13 ans. Parlons de cette situation de ces enfants de 13 ans. Où en êtes-vous? Bon, j'ai entendu l'autre jour, vous avez essayé d'énumérer un peu. Vous avez suivi cette histoire après? J'ai suivi sur les réseaux sociaux, je dois l'avouer, parce que j'étais pris dans une autre affaire qui touchait aussi l'envergure d'envergure, c'est d'une autre affaire d'envergure, mais j'ai quand même jeté un coup d'œil sur toutes ces questions qui touchaient à l'affaire de l'école dont je ne citerai pas le nom, et les enfants mineurs qui auraient abusé un enfant mineur. À 13 ans, on dit, j'ai quand même jeté un coup d'œil sur la loi par rapport à ce qu'il dit ou ce qu'elle dit par rapport sur les enfants de 13 ans. Vous trouvez que dans ce cas, on devait appliquer vraiment la loi ou on devait agir par rapport à la morale? Il y a un adage qui dit la loi est dure, mais c'est la loi. Et que la volonté du législateur, une fois qu'il est cristallisé dans un texte qui est publié pour faire force de loi, nous devons l'accepter. Mais je pense que d'un autre côté, il y a aussi question de moralité. Et que la moralité veut que nous sachions comment mener les choses. Mais en cas d'espèce, parce qu'on m'avait posé la question sur ce dossier, j'ai quand même jeté un coup d'œil d'intérêt. Seule la victime avait 13 ans. Seule, mais on dit, et même les agresseurs... Non, les agresseurs sont âgés entre 15 et 17 ans, d'après ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux et ce que j'ai entendu. Or, la loi dit que seuls les enfants âgés de moins de 13 ans, donc de moins de 14 ans, bénéficient de l'irrévocabilité de la loi. Ça veut donc dire que ceux qui ont plus de 14 ans doivent subir la loi telle que la loi se présente. Et en cas d'espèce, si ces enfants étaient âgés de plus de 14 ans, la loi aurait dû agir en ce moment-là et donc le juge aurait dû agir en ce moment-là. Mais on ne peut pas payer des amendes. La loi ne change pas la prison en pièces de monnaie? Non. Vous savez, il y a des infractions pour lesquelles on ne peut pas monnayer. Par exemple, un meurtre, une violence. On ne peut pas, par exemple, payer de l'argent simplement parce que j'ai crevé l'œil de quelqu'un en disant bon, je paye l'argent et je reste tranquille. Non, il y a, malheureusement, je suis contre cette loi, la loi de Talion, parce que la loi de Talion appelait une sorte de vengeance privée. Mais je suis contre aussi le fait qu'on facilite la tâche aux agresseurs. Okay. Je suis contre le fait, par exemple, qu'on accepte de dire, écoutez, on a composé avec la famille, nous versons X montant pour oublier la chose. Parlons des agressions dans deux couples. Des femmes agressées dans deux couples, qu'est-ce que la loi réserve à ces femmes-là? Non, mais c'est un viol. Mais attends, on voit aujourd'hui, je vais aller porter plainte, même dans nos familles. Je viens dire, papa, écoute, j'ai été agressée, mon mari m'a forcé à faire ce que je ne voulais pas. Mais après, c'est quoi la réaction qui vient après? Effectivement, on est dans un système social où, au fait, on essaye de protéger le non protégé. Par exemple, quand une jeune fille vient en disant à son père ou à sa mère, la plupart des cas, c'est la fille va voir sa mère et lui dire « Maman, mon homme m'a battu, mon homme m'a forcé à faire certaines choses dont je n'étais pas d'accord. » Il arrive que bien souvent, et j'ai entendu ces réponses parce que je fais partie quand même d'une structure qui lutte contre les violences de couple, les violences domicile, comme on dit. On a eu beaucoup de cas où les femmes nous disent « Mais je suis allé voir ma mère me dit ce sont les aléas du mariage. »
On ne peut pas dire à quelqu'un qui subit une oppression que ce sont les aléas du mariage. On doit au contraire dire à cette personne d'aller dénoncer. Je ne pourrai jamais accepter qu'une femme couche avec son homme contre sa volonté, même s'ils sont mariés. Parce qu'au fait, ce qui donne le droit à une personne, c'est la volonté. Ce qui donne au fait la valeur à un contrat, c'est la volonté. Ce qui permet à quelqu'un de dire « oui, je suis responsable », c'est la volonté. Et si une femme se retrouve dans une situation où elle est prise contre sa volonté, même par son mari, cela est un viol. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'avocat? Ces genres de situations courent le rue, mais personne ne va vraiment devant la loi et que la loi prenne ça en charge, disons sérieusement. Mais la difficulté, c'est que maintenant, en fait, la difficulté, c'est que dans les affaires de couple et de foyer, c'est à la femme de porter plainte. Je ne peux pas aller porter plainte pour violence parce que de toutes les façons, quand la femme devra témoigner contre son mari, je risque, moi, de me retrouver comme la dame de la farce. Supposons que j'entende dans la maison voisine où je vis qu'on est en train de battre une femme et que voulant agir dans l'intérêt de la femme, j'appelle la police, etc., j'accuse, je porte plainte pour viol alors que je ne suis pas le mari. Et que vient le moment où le couple est entendu sur PV. Donc, on prend la déposition de la femme qui dit « mon mari ne m'a jamais violé ». Vous imaginez la scène? Je deviens poursuivable pour diffamation. Et si son corps prouve qu'elle a été violée, agressée, mais par peur, elle préfère se taire? Non, mais la loi ne prend pas en charge. Si son corps prouve qu'elle est violée, qu'elle est blessée, et qu'elle dit qu'elle est blessée, par exemple, en faisant la cuisine, parce qu'après, de toutes les façons, on ne déduit pas sur ce qu'on voit, l'on déduit sur ce que la victime déclare. On voit avec les pays étrangers où la femme peut dire non, je suis bien, il ne me bat pas, mais pourtant le dire ne suffit pas. Pourquoi la loi ne peut pas essayer de voir la peur de la femme cachée? À l'étranger, peut-être on voit d'autres officiers en train de poursuivre ça jusqu'à ce qu'elle va dénoncer finalement. Pourquoi ici ce n'est pas pareil? Nous risquerons d'entrer au fait dans une spéculation juridique si on commence à faire ainsi. Et nous ouvrirons une porte assez dangereuse. Parce qu'il faudrait simplement tabler sur soit l'état psychologique de quelqu'un ou sa morphologie ou même les hématomes que nous apercevons pour conclure sur certaines choses. Vous voyez, quand la loi ouvre aussi une porte suffisamment large, elle laisse passer plusieurs dangers. C'est un peu comme quand on ouvre la boîte de Pandore. On laisse sortir tous les maux du monde. Vous comprenez? Donc, supposons qu'on commence à déduire de la violence conjugale du simple fait, simplement qu'on ait vu une hématome sur le visage d'une femme ou une blessure sur sa main, on pourrait par vengeance, par cupidité, ou même par esprit revanchard, commencer à envoyer des gens en prison simplement parce que nous l'aurons décidé. Surtout que... Des examens peuvent prouver ça? Oui, mais même si je prouve que je me suis, même si j'ai une entaille à la main et que les examens prouvent que j'ai été blessé par un couteau, que je dise que c'est moi-même qui me suis fait cette entaille, personne ne sera responsable si ce n'est moi. Je ne peux pas moi-même être poursuivi pour ce que je me fais. Vous voyez? Et cette femme qui protégera son mari, qui dira « Non, non, je me suis cogné contre une porte, voilà pourquoi j'ai cet hématome. Non, je suis tombé des escaliers, voilà pourquoi je me suis fracturé. » Ou « Non, j'étais en train de préparer, voilà pourquoi je me suis déchiré la peau avec un couteau. » On ne pourra jamais poursuivre l'homme parce que, effectivement, je peux observer, voir et identifier les choses. Mais tant que la victime ne dénonce pas, ça devient très difficile, voire même impossible. Que faire pour ces gens qui ont peur? Parce que ça peut être moi par exemple, oui. J'ai envie de dénoncer, mais par peur, parce que la société va me pointer du doigt, va m'indexer et tout ça, je me dis, ok, je me tais, mais qu'est-ce que vous faites pour dire à ces femmes, levez-vous, essayez de faire, battez-vous, si vous osez, parce que je peux aller, aujourd'hui, je vais dans, je sais pas, Souciat ou quoi que ce soit, j'arrive pour porter plainte, dès que j'ai dit que je viens parce que j'ai été violée ou battue par mon mari, écoute, l'affaire baisse. C'est pourquoi peut-être qu'on ne tient pas compte de ça ou peut-être ça ne fait pas rage. Voilà pourquoi nous sensibilisons les femmes. Il y a plusieurs structures de lutte contre la violence faite à la femme qui sensibilisent les femmes à dénoncer les actes de violence conjugale, à dénoncer les actes de violence sexuelle, même quand c'est le mari qui le fait. Effectivement, si la femme estime que les souciates, comme vous l'appelez, ne vont pas comprendre, il y a des structures et des organes qui
entendre ces femmes. Et ces structures et ces organes peuvent porter la plainte de ces femmes dans les instances qui, eux, pourront étudier sérieusement de la question. Prenons par exemple que vous veniez me voir directement plutôt que d'aller à un associat, moi en tant qu'avocat, pour me dire j'ai été battu par mon mari, j'aimerais porter plainte et j'aimerais réagir contre cette action. Je sais comment mener les démarches pour que vous ne soyez pas, pour que votre mari ne devienne pas la victime, mais que pour que vous obteniez gain de cause. Vous voyez, parce qu'au fait la société de chez nous, elle est formatée d'une manière assez complexe. Chez nous, on a longtemps vécu dans le sens où c'était l'homme le chef de la maison, c'est l'homme qui a plus d'importance, c'est l'homme qui fait, c'est l'homme qui est, etc., etc. Mais aujourd'hui, on a le système de parité. Aujourd'hui, on a les systèmes où la femme commence à trouver sa place. Nous devons donc accepter que la femme aussi devienne responsable d'elle-même. Quand elle dit non, c'est non. Quand une femme dit je ne veux pas, je ne veux pas. Que je sois femme au foyer, que je sois femme libre, que je sois femme... Comme la petite qu'on traite des légères. Peu importe que je sois légère ou pas, quand je dis non, c'est non. C'est ça en fait la volonté, c'est ça en fait la liberté. La liberté en fait c'est un choix. La liberté c'est la capacité qu'on nous donne de décider de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut pas. Est-ce possible par la loi de revoir cette loi ou de changer ou de revenir sur leur décision? Revenir sur la décision actuellement, comme c'est une décision judiciaire, il y a des voies de recours qui existent. Comme ils sont en première instance, ils peuvent emmener l'affaire en deuxième instance en disant nous ne sommes pas d'accord avec l'avis donné par le premier juge parce que nous estimons qu'il y a eu ça. Les avocats qui occupent pour cette cause, je pense qu'ils sont suffisamment aguerris pour savoir ce qu'ils doivent faire. Mais pour revoir la loi, par exemple, il y a les législateurs, c'est-à-dire nous sommes passés sur les élections des députés, sénateurs, etc. Ce sont les législateurs qui votent les lois. Et au-delà de voter les lois, ce sont les législateurs qui, après avoir étudié une loi et la trouvent plus conforme selon les idéaux de la société, peuvent le changer. Vous étiez à la Cour constitutionnelle aujourd'hui, tout à l'heure. Dites-nous un peu ce que ça donne là-bas, de l'autre côté. À la Cour constitutionnelle... Tout en sachant que ce qu'il dit est irrévocable, on ne peut plus revenir là-dessus. Effectivement, en fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est que la Cour constitutionnelle n'est pas venue en révision d'arrêt. La Cour constitutionnelle est venue en rectification d'erreurs matérielles. Parce que la Cour peut rendre ses arrêts. Mais si les arrêts contiennent des erreurs, la Cour est dans l'obligation de réparer ces erreurs. Vous voyez ? Et c'est ce que nous sommes allés porter devant la Cour. Nous sommes allés porter devant la Cour le fait que certains arrêts comportaient des erreurs et que la Cour nous rendrait, ou que la Cour rendrait service à la loi et à la justice de ce pays en rectifiant ces erreurs. C'est possible. Oui. Vous sentez que bientôt là vous aurez des réponses favorables? Je pense que oui, parce que même pour vos amis du média qui étaient à la Cour constitutionnelle, il y a eu des avis favorables, des avis qui ont demandé soit récomptage, soit annulation de l'arrêt prononcé, afin que la confirmation soit donnée dans l'ordre de ce que la CENI avait publié. Donc je reste très optimiste, je pense que la Cour constitutionnelle a joué son rôle, a fait ce qu'il devait faire, a fait ce qu'elle devait faire, et on espère qu'elle fera encore mieux en réparant les erreurs. Cela ne prouve pas que notre justice est un peu biaisée? Ce n'est pas la justice qui est biaisée. C'est comment on fait la justice qui est compliqué. Parce que je veux vous dire quelque chose. Vous voyez par exemple le courant électrique. Nous possédons le courant. Avec le courant, nous pouvons produire de la lumière, ce qui nous permet de nous retrouver ici et d'échanger tout en étant clairs et en se voyant. Mais on peut aussi user de cette électricité de la mauvaise façon qui soit. Par exemple, je peux brancher un fil métallique et vous le mettre sur le corps, dans le sens de produire quelque chose de néfaste chez vous. Donc, ce n'est pas la justice ou la loi, mais c'est l'application et l'utilisation qui est un problème. D'accord, Maître Belaou, nous espérons vous revoir à très bientôt pour parler d'autres choses. Sur la loi, il y a beaucoup de choses, sur les femmes blessées, il y a beaucoup de choses à dire. Vous êtes déjà, vous êtes dans, disons, j'allais dire, quel barreau déjà? Vous servez? On m'a demandé de ne pas donner mon barreau. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je suis avocat au barreau de Kinshasa.
Ok, Maître Bailao, un dernier mot. Vous avez un dernier mot? Alors, un dernier mot. Lancer. Oui, un dernier mot, un message à lancer. Je voudrais lancer un message particulièrement à toutes ces personnes qui sont victimes. On n'est pas obligé d'accepter notre état de victime. On est au contraire appelé à dénoncer. Peu importe que nous soyons victimes de la loi, que nous soyons victimes des gens, mais que nous soyons même victimes au fait des arrêts. On est au fait appelé à dénoncer. Et moi, j'invite tous ceux qui se sentent être victimes de certaines situations de se prononcer, de dire non. Car j'ai aimé cet adage, non, c'est non. On ne peut pas obliger quelqu'un. J'aime les valeurs de liberté et je prône la liberté. La liberté, c'est ce qui me définit. La liberté, c'est ce qui définit chacun de nous. Je pense que c'est par pure liberté que vous avez choisi de faire ce métier et qu'on ne vous l'a pas imposé. Et donc, c'est ça, au fait, le bonheur. La liberté appelle le bonheur. La liberté appelle le vrai de l'existence. Donc, je vous invite à devenir libre. Je vous invite tous, ceux qui me suivent en tout cas, à vous libérer des oppressions et à vous identifier par rapport à vous-même et à écrire votre propre légende. Merci, Maître Bailao. J'ai dit merci à vous qui nous avez suivis. J'ai dit merci à Némi et à Omo eux qui étaient derrière la caméra pour vous faire profiter de ces belles images. À toutes ces femmes blessées, lésées, détruites, je vous demande de vous lever. Ne vous laissez pas abattre par ces hommes qui, soi-disant, sont influençables, qui sont plus forts que vous. Je crois que la femme est bien plus forte que l'homme. Je crois, depuis toujours, j'ai toujours cru à ça, que nous sommes plus fortes que les hommes. C'est pas parce qu'ils ont des biceps, c'est pas parce qu'ils sont je ne sais moi quoi, parce que la Bible le reconnaît comme étant la force. Je crois que nous sommes plus fortes que ça. Nous pouvons baisser, nous pouvons crier très fort et nous faire entendre. Nous pouvons aussi donner selon, imposer notre loi. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas dominer. Soyez plus fortes que tout ça. Je vous revois à très bientôt pour un autre numéro. Bientôt, nous serons là en débat. Nous serons là pour discuter de tout ce qu'il faut, de la femme, de sa faiblesse, de celle qui ne se reconnaît pas, de celle qui ne veut pas s'admettre, de se déclarer étant femme. Bientôt, nous allons en parler sur le plateau de Un jour pour toi. Je vous invite à le suivre pour un très prochain numéro. À très bientôt. Bonne journée à vous et bonne soirée pour ceux qui seront de l'autre côté du pays ou disons de la terre. Je vous revois très bientôt. Bye bye. Polosa esimba lisute po makambo na moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi ba ke musika donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut place no awe za susute ah oyoki allez quitter Polosa on na ba tshaba ni na kale na lomo na ke kuna là va ah on nous on arrange na comment coquette ah ouais ni yo mikaka vraiment et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles, et puis base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.